Studio Balado. Être un homme amoureux. Un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires d'amour, à la première personne du singulier. Épisode 7. Le flash de Vincent. Vincent pensait qu'il ne serait jamais amoureux. Et pourtant, depuis 31 ans, il vit avec Olivier, son mari. Ils ont élevé des enfants, partagé des lectures, des voyages et une sexualité ouverte. Alors, comment inventer sa propre manière de faire famille et de faire couple ? Vincent a 59 ans et il se définit comme PD. Il est grand et svelte, sans faire beaucoup de sport. Il a un corps très allongé, pas très musclé et des mains poilues. Il porte des costumes parce qu'il dit qu'il n'a pas de carrure. Être un homme, Michel-Ange Vinti. J'ai rencontré l'homme avec qui je vis depuis 31 ans dans un club, ce qu'on appelle dans le milieu un bar à cul de Liège. Je suis à l'entrée d'une porte de cabine. Je sais qu'il y a un voisin à ma gauche qui a la même envie que moi. Et je vois surgir du bar, dans la partie cruising, un homme qui d'emblée me plaît. D'abord parce que c'est pas un habitué, c'est la première fois qu'il met les pieds dans la boîte, me dira-t-il par la suite. Et puis il me plaît, il a une certaine prestance, il a un regard profond, un sourire qui me subjugue, un sourire indéfinissable, des lèvres fines et quelque chose qui, dans le regard comme dans le sourire, se prolonge. Puis le reste du corps tout de suite me plaît et voilà, on s'enferme dans la cabine et c'est un flash. Après cette rencontre dans une cabine, la nuit se passe dans le bar à converser. Nous n'arrivons pas à nous détacher l'un de l'autre. Et le lendemain matin, je me réveille sur un petit nuage et ma mère, ma sœur me voit sans doute avec un sourire béat de quelqu'un qui vient de vivre un événement extraordinaire et me pose la question, mais Vincent, t'as l'air super bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Et pour la première fois, je dis à des membres de ma famille la plus proche, qui savaient depuis 7-8 ans auprès de qui j'avais fait mon coming out, je leur dis, écoutez, j'ai rencontré cette nuit un homme, c'est une rencontre extraordinaire, je suis tombé amoureux, il s'est passé quelque chose sur lequel je n'arrive pas à mettre des mots, et le seul mot qui me vient à l'esprit, aux lèvres au moment où je leur parle, c'est un flash. Je suis amoureux, j'ai besoin de le revoir, j'ai besoin de retrouver son corps, j'ai hâte qu'il reprenne contact avec moi ou de pouvoir le recontacter, mais j'ajoute aussitôt à ma mère et à ma sœur, il y a un hic, cet homme est marié, père de famille, et là aussitôt ma mère me dit, ouh là, attention, c'est en terrain dangereux, voilà. Mais cet homme, son épouse, qui était au courant de son homosexualité, il était père de 2 enfants, marié à une dame depuis 10 ans, lui dit, lui laisse pas le choix. Il lui dit, écoute, t'as rencontré un homme, tu viens de me le dire, c'est lui ou c'est moi. Et sans me prévenir, Olivier, car c'est Olivier, C'est toujours ton mari. Oui. C'est toujours lui, compagnon et puis mari, débarque sans me prévenir, il n'y avait pas encore beaucoup de téléphones portables à l'époque, débarque chez moi, dans mon petit studio d'objecteur de conscience, valise à la main, et il me dit, je viens de quitter ma femme, et je dois trouver un toit pour m'installer, un endroit où on pourra commencer, j'espère, une relation à 2, et mais aussi où je pourrais recevoir dans une chambre mes fils, parce qu'il y aura une garde alternée sans doute qui sera décidée par le juge, et au moment où le divorce sera prononcé. Alors, je suis très
très désarçonné par son arrivée, charmé, je vais dire flatté, qu'il ne m'ait pas oublié. On s'était téléphoné quelquefois entre-temps, mais on ne s'était plus revus. Si, on s'était revus, on avait refait l'amour, merveilleuse deuxième fois, mais cette fois, il me met au pied du mur. Et je réagis d'abord, il me le reprochera assez par la suite, en me disant, tu m'as fait dormir chez toi, mais tu m'as très vite fait comprendre qu'il te fallait un peu de temps pour accepter ce débarquement impromptu. Alors moi, j'ai très vite trouvé l'excuse, vraie ou fausse, prétexte, peu importe, hein, c'est du point de vue de l'un ou de l'autre. T'es marié, t'as des enfants, et moralement, ça me pose un peu problème d'être briseur de. Voilà, je veux pas provoquer quelque chose qui risque de faire du mal à tes deux fils. Et ça, il le prend très bien, il le comprend très bien, et il me dit, en fait. J'en ai parlé très sereinement à mon épouse, et c'est très sereinement qu'elle m'a dit, écoute, moi je me vois mal te partager avec un autre, si tu as envie de vivre ton homosexualité, tu m'en as parlé il y a quelques mois, et que tu as rencontré un homme, vas-y. Quelques semaines plus tard, il se trouve un appartement, présente ses fils. Il se trouve un appartement, il s'installe pas avec... D'abord un appartement, parce que vraiment, le studio que j'habitais, il y avait 2 pièces minuscules, et cohabiter à 2 était devenu impossible. Et très vite, un jour, il me dit, écoute, je dois courir aller de mon magasin à l'école où je dois donner des cours du soir. Il est ébéniste, restaurateur de meubles et professeur de restauration de meubles anciens. Et j'ai pas d'autre solution que de te confier mes fils, mais faut pas que mon ex-épouse le sache, parce que tu veux bien garder mes fils. Alors je me retrouve avec mes 2 futurs beaux-fils. L'un d'entre eux a 3 ans et demi, il porte toujours les couches, et l'aîné a 7 ans et demi, presque 8 ans. Et il débarque avec 2 boîtes de Capla. Un jeu pour enfants inventé par les Suédoises. En fait, ce sont des languettes de bois avec lesquels on peut bêtement construire n'importe quoi. Et en fait, dans un coup de délire, je leur dis, qu'est-ce que vous avez envie qu'on fasse avec ces capes-là? Et ils me disent, ils ont vu en fait une carte postale du Tower Bridge à Londres. Et ils me disent, un pont. Je dis, on va faire un pont. Et pendant 3 heures, fasciné, parce que c'est surtout moi qui manipule les capes-là plus qu'eux, et surtout le cadet qui était encore très maladroit, à 3, mais surtout avec l'aîné de mes 2 beaux-fils, on passe 3 heures à construire un pont qui tient. Et quand Olivier revient et me retrouve avec ses 2 fils, en train de rigoler et de dire papa, regarde ce qu'on a fait un pont, c'est incroyable, il tient debout, on a utilisé 2 boîtes. Olivier se dit ok, ça va, ça accroche avec mes fils. Et c'était pas un examen, c'était pas voulu, mais quelque part, il s'est passé là un échange extraordinaire avec mes 2 futurs beaux-fils. On a eu la chance aussi que leur père et leur mère, en partie sur ma demande, mais de leur propre initiative, leur expliquent immédiatement pourquoi le papa était parti. Il était tombé amoureux d'un monsieur. Et Olivier m'a fait comprendre que la priorité, ce serait de protéger ses fils. Et pour moi, ça a été une évidence. Et du coup, ça a facilité l'évanouissement des derniers remords que je pouvais avoir d'être le briseur de ménage que je m'imaginais être dans les premières semaines, en fait. Parce qu'en fait, j'ai toujours bien aimé les enfants, je m'entendais super bien avec ses fils dès qu'il y avait le moindre contact. Et puis surtout, on s'est arrangé, les 3 adultes, pour protéger les enfants, pour que grandissant, ils apprennent aussi à trouver les bons mots pour expliquer à leurs camarades, pour aussi leur dire, si vous voulez faire venir des camarades chez papa qui vit avec un homme, il faudra expliquer aux parents cette situation-là pour pas créer d'ambiguïté. On est en pleine époque du trou et il y a beaucoup d'amalgames, et donc on prend toutes les précautions nécessaires, et je pense avoir vraiment parfaitement réussi la relation avec mes beaux-fils. Alors cette relation-là est importante parce que elle va quelque part faire de moi, me permettre d'accomplir un rêve dont je ne t'ai pas parlé, mais qui était un rêve de paternité. Homo,
je m'étais dit, j'ai fait le deuil du couple, mais je pensais aussi avoir fait le deuil de la paternité. Et puis me voilà, pas papa, mais beau-père de 2 garçons que la mère ne demande pas mieux de confier le plus souvent possible au papa, parce qu'elle veut faire sa vie. Et très vite, je me retrouve à lire des histoires, à imaginer des histoires avec mes beaux-fils, et à nouer avec eux une relation particulière. Je me substitue pas à l'un des 2 parents, je trouve une autre place, un autre rôle parental que je fabrique sur le tas. Et cette histoire a, je pense, largement contribué parmi d'autres éléments, à jouer le rôle de facteur de renforcement de la relation que j'ai avec l'homme avec qui je vis toujours. Vous écoutez Être un homme, Studio Balado. Moi qui ai beaucoup pleuré de l'homophobie subie pendant l'adolescence, à bien des égards, je considère aujourd'hui, avec le regard rétrospectif et la maturité, que c'est plutôt eu pas mal de chance d'avoir ce parcours de vie, d'être gay, d'être pédé, et d'avoir rencontré un homme, parce qu'en fait, ça nous a permis, à lui et moi, moi, de vivre une vraie histoire d'amour avec cet homme, ce à quoi j'aspirais en fait depuis la puberté, mais aussi de vivre avec lui des choses passionnantes et de commencer à faire couple avec lui en inventant notre manière de faire couple, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des vies professionnelles très chargées pour l'un et l'autre qui se construisent. Moi, je fais ma thèse de doctorat et lui parcourt toute la Wallonie entre ses cours et son activité professionnelle. Et en même temps, notre façon de faire couple, c'est on trouve d'abord une maison à louer avec des chambres pour les enfants, mais très vite s'installe la découverte de passions communes, de goûts partagés. On est attiré par le même type de meubles, on est attiré par le même type de livres, on est attiré par le même type de musique, on se découvre une passion commune pour la danse contemporaine. Hop, on va à gauche, à droite, à Bruxelles, à Liège, on va voir tous les festivals. Je lui dis, moi j'aime la musique baroque, il connaissait pas très bien. Bon, c'est l'époque Mortier, il y a des beaux opéras à Bruxelles, je l'amène à des concerts, il adore, voilà, il me fait découvrir des choses. Et en fait, une part de la relation très forte que j'ai avec lui repose pas simplement sur une entente sexuelle, ne repose pas simplement aussi sur le fait que grâce à lui, je deviens, sans jamais avoir été père, beau-père, et puis désormais grand-père. Nous l'avons inventé, mais aussi en subissant les vies professionnelles, la nécessité d'avoir un toit, de mener une vie quotidienne, de se partager les tâches de la vie quotidienne, les tâches ménagères. Le quotidien. Le quotidien, oui. Qui se lève le premier? Qu'est-ce que tu as comme rendez-vous demain? Qu'est-ce qu'on fait comme course? Qui cuisine? Selon les périodes, c'est plutôt moi ou c'est plutôt lui. On cuisine pas de la même façon, mais on est toujours ravis que ce soit l'un ou l'autre qui prenne le relais. Il n'y a pas des rôles figés, à part 2-3 petites tâches. On réinvente et on redistribue les tâches en fonction de l'état de santé de l'un ou de la surcharge professionnelle de l'autre. Ça aussi, c'est des choses qui comptent. On s'adapte et on se parle beaucoup. On se parle énormément. On se parle aussi de nos désirs sexuels. Et très vite, on se parle du désir qu'on a, de fantasmes qu'on a et pour lesquels on se dit, tiens, à 2, on n'y arrivera peut-être pas. Et donc, on va décider d'ouvrir notre couple, mais tout en étant persuadé d'être fidèle et de respecter cette clause de fidélité qui a été prononcée le jour du mariage. Mais notre manière à nous d'être fidèles, c'est cette relation ouverte, elle se fait selon 2 modalités. Si l'un d'entre nous, par exemple, moi j'ai des délibés très tôt le matin, il m'arrive du coup de dormir à Bruxelles puisque j'habite Liège,
Et Olivier sait pertinemment bien que je vais sans doute me retrouver dans l'un ou l'autre sauna bruxellois. Et lui, à ce moment-là, il ira dans un lieu équivalent à Liège. Et dès qu'on rentre, moi dans ma chambre Airbnb et lui chez nous, on se téléphone et on se raconte dans le moindre détail ce qu'on a fait sexuellement. Parce que on sait que ça va entretenir notre libido, que dès qu'on sera dans les bras l'un de l'autre, ça va être un feu d'artifice, et qu'on renouvelle ainsi notre réservoir fantasmatique. Et en même temps, on vit pas toujours de manière, ça se fait pas toujours sans heurts, mais ou sans petits accidents de parcours. Mais grosso modo, on se raconte tout. Ou alors l'autre modalité, c'est on trouve quelqu'un, un mec qui a envie de deux hommes, et voilà, on a une relation à trois, et on adore après donner du plaisir à cet homme et partager un bon moment d'intimité avec lui. Et après, c'est aussi quelque chose dont on parle. Olivier m'a dit il y a à 60 ans, il était bénévole pour une association un peu comme Execo à Bruxelles. Il allait sur le terrain parler de prévention contre le sida dans les lieux de drague. C'était sa manière à lui d'être bénévole dans le milieu gay. Et puis il me dit, écoute, je sais pas si tu as entendu parler de la PrEP. Moi j'ai encore... j'en ai plus que pour 10 ans, peut-être encore avoir droit à une vie sexuelle, et j'ai encore envie de vivre certaines choses. Est-ce que tu serais d'accord que je prenne la PrEP et que je vive ces choses et que tu m'y accompagnes? Je lui dis, écoute, moi pour le moment j'ai tellement de boulot, je ne serais pas t'accompagner, je te laisse aller à l'aventure, le premier. Et au bout de 6 mois, ce qui me rapporte, parce qu'il continue à me rapporter ses premières aventures avec la PrEP, et je me dis, ah oui, ça pourrait me convenir aussi. Et désormais, nous prenons la PrEP tous les deux, et nous nous retrouvons parfois assez régulièrement dans des lieux de consommation sexuelle, côte à côte, avec un ou plusieurs amants. Et on continue à partager, on continue à échanger, y compris parfois sous forme de cris, de gémissements. Il sait, même si c'était éloigné de quelques mètres, que je suis pas loin. Ça le rassure, et c'est source de plaisir pour lui. Et puis très vite, on se rejoint, et on se dit, tiens, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et puis d'autres hommes nous tombent dessus, et on me croise, voilà. Et ça fait aussi partie de notre vie. C'est... il y a des accidents de parcours, parce qu'il y a les IST. On commence un petit peu maintenant à se dire, c'est pas le pur bonheur. Moi, j'ai découvert la vie sexuelle au moment où on découvre le virus du sida, 20 ans, en 85. Et donc la capote, au bout d'un certain temps. Puis j'ai vu des amis mourir. Et donc la PrEP, ça a été pour nous aussi l'occasion d'approfondir encore d'une autre façon et de réinventer notre manière de faire couple. À la fois sur le plan sexuel, en partageant des aventures, en vivant des fantasmes en commun, en se découvrant aussi grâce à des rencontres inattendues, des fantasmes qu'on ne soupçonnait pas, donc d'autres plaisirs, sur lesquels, bien sûr, on parle, on échange, et qui font que vraiment l'entente, y compris corporelle, est très forte. Être un homme est un podcast de Michel-Ange Vinti, produit par le studio Balado. Cette 4e et dernière saison a été enregistrée en reportage à Paris et dans mon salon à Bruxelles durant l'hiver et le printemps 2025. Merci à l'équipe de production qui m'accompagne depuis le début, David Federman, Géraldine Jonkers et Julien Barbier. Merci aux garçons invités pour leurs paroles, leur courage et leur confiance. Et merci à vous pour l'écoute, les messages et la présence.
Merci d'avoir écouté ces histoires à la première personne du singulier.